L'architecture, c'est pas seulement des formes, c'est pas seulement un aspect esthétique, mais que le confort provient aussi du matériau. Ça m'a vraiment questionné pourquoi cette maison ancienne-là, je m'y sens très bien, elle est très agréable à vivre. La terre crue participe au confort intérieur pour plusieurs raisons. On a une régulation de l'hygrothermie. Donc en fait, ça fait une ambiance qui est très agréable. Et ensuite, au niveau de la température de surface, en fait, quand on passe sa main sur le mur en terre, il n'est pas du tout froid, contrairement à de la pierre ou du béton. Les maîtres d'ouvrage avec qui on a travaillé et nous, notre équipe, on le constate au quotidien. Le béton, c'est un matériau qui est formidable, qui a apporté énormément à l'architecture. Je pense aux ponts, aux ouvrages d'art, etc. Il a une résistance à la compression qui est très très bonne. Maintenant, clairement, pour une maison, on n'a pas besoin de dépenser autant d'énergie pour une maison. Je vois pas l'intérêt. Bienvenue dans la Case Robinson, le podcast qui vous partage des conseils et des retours d'expérience pour éco-construire ou éco-rénover votre habitat. Je voudrais vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre ces conversations. Chaque abonnement aide à partager ces bonnes pratiques au plus grand nombre et à faire venir de nouveaux invités. Alors, si vous ne l'êtes pas, pensez à vous abonner. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, mais aussi un lieu d'inspiration et de ressources, aujourd'hui je vous emmène dans la case d'Amélie Lepay. Amélie est architecte en Bretagne et spécialiste de la construction en terre. Dans cet épisode, on parle de l'origine de sa passion pour la terre crue et de ses applications pour bâtir aujourd'hui. Amélie détaille les techniques de mise en œuvre, comme la bauge, le pisé, le torchis ou la brique de terre crue, et explique pourquoi ce matériau apporte tant de confort pour les occupants. Elle présente aussi quelques-unes de ses réalisations, que ce soit en neuf ou en rénovation, comme par exemple le presbytère d'Irodoué, un bâtiment de 4 étages construit entièrement en terre il y a plus de 100 ans. Vous le verrez, construire et rénover en terre est très pertinent lorsqu'on recherche du confort, de la sobriété et de la résilience. Je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour Amélie, bienvenue sur la Case Robinson. Bonjour. Je suis très content de te recevoir au micro du podcast. On va parler ensemble de construction en terre crue, puisque tu es architecte spécialisé dans la rénovation et la construction de bâtiments en terre. Tu vas donc nous partager quelles sont les caractéristiques d'une bonne terre à bâtir, notamment, quelles sont les techniques disponibles et les typologies de bâtiments qu'on peut édifier en terre crue, et finalement pourquoi c'est pertinent aujourd'hui de construire en terre. Je précise pour les auditeurs et les auditrices que sur ce sujet de la terre crue, on en a déjà parlé sur la Case Robinson, notamment avec Lucille Wenger dans l'épisode 8 et avec Alice Renaud dans les épisodes 39 et 40, qui sont toutes les deux artisanes terre crue. Et avec toi Amélie, aujourd'hui, on va poursuivre sur ce thème passionnant de la terre, avec cette fois ton regard d'architecte. Pour commencer, il me semble que ton intérêt pour la terre crue, il a commencé, ou en tout cas il a pris forme lors d'une expérience, lors d'un séjour au Mexique, où tu as vécu dans une maison en terre notamment. Est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter un peu cette expérience et ce que ça a déclenché chez toi, et puis peut-être après pour ta pratique du métier d'architecte? Oui, donc j'étais à l'époque étudiante à l'école d'architecture de Rennes et j'ai eu la chance de pouvoir passer une année à Guadalajara au Mexique en échange. Et c'était ma quatrième année d'études. Et à ce moment-là, en fait, un peu par hasard, je suis allée habiter une maison du centre-ville de Guadalajara. Et cette maison, elle était construite en adobe et en pisé. Et à certains endroits, l'enduit s'enlevait et on arrivait à deviner quelque chose qui ressemblait à de la terre. Mais à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était, alors que j'étais déjà en quatrième année d'études. Et cette maison, elle était très confortable à vivre par rapport aux autres étudiants qui habitaient dans des maisons modernes, qui étaient obligés de mettre la climatisation, qui étaient moins confortables. Ça m'a vraiment questionné pourquoi cette maison ancienne-là, je m'y sens très bien, elle est très agréable à vivre. Et en fait, sans doute, sûrement, enfin, ce que j'ai analysé de ça, c'est que les murs, en fait, apportant une bonne inertie, un confort, qui était, on avait un meilleur confort thermique d'été, une meilleure sensation que des maisons plus modernes. Et c'est vrai qu'on a eu un premier cours à Guadalajara avec Maître Gaillot, je me souviens à l'époque, qui nous a fait travailler à concevoir des petites maisons en terre. Et c'est la première fois que je me suis intéressée à ce matériau. Et de comprendre que l'architecture, c'est pas seulement des formes, c'est pas seulement un aspect esthétique, mais que le confort provient aussi
du matériau, évidemment de comment on l'utilise et évidemment il y a tout ce qui est orientation. Il y avait des patios aussi dans cette maison qui ramenaient de la fraîcheur et de l'ombre. Et voilà, et que ça se limite pas l'architecture à juste une jolie image. Donc ça a été assez percutant pour moi cette expérience-là. D'autant plus que quand je suis revenue en Bretagne, qui est ma région d'origine, je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas des maisons en terre que au Mexique, il y en avait aussi beaucoup de là d'où je venais. Donc moi je suis originaire de Saint-Malo et donc entre Saint-Malo et Rennes, bah rien que sur la route, il y a plein de maisons en terre. Donc c'est vrai que ça a un peu déclenché mon envie d'en savoir plus et j'avais déjà un intérêt personnel pour tout ce qui est protection de l'environnement et ça a matché avec ce que je faisais comme étude. Donc après, tout le reste de mes études et de ma carrière s'est tourné vers essayer de comprendre ce matériau et comment l'employer au mieux. Voilà, pour la petite histoire de comment j'en suis arrivée là. C'est souvent ce que j'entends sur la terre crue, c'est souvent par le biais d'expériences un peu sensibles comme ça, sensorielles, enfin sensibles par le toucher ou le vécu que les gens comprennent puis découvrent l'intérêt de ce matériau. Donc c'est intéressant d'avoir aussi ton retour d'expérience et de montrer que parfois la voie alors je pense que ça a peut-être un peu changé maintenant, mais effectivement dans les filières, que ce soit d'architectes ou même d'ingénieurs en construction, ces matériaux biosourcés comme la terre étaient très peu présentés et mis en avant il y a encore quelques années. Oui. Et ça change, donc ça va dans le bon sens. Ah oui, c'est vrai que le contexte dont je parle, c'était en 2005, donc c'était il y a 20 ans maintenant. Et je suis ravie de savoir qu'aujourd'hui, bah, quand on arrive en quatrième année d'architecture, aujourd'hui, on a des notions de matériaux biosourcés complètement. Et tant mieux que le contexte ait changé. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ce serait différent. Bah, on va développer du coup, si tu veux bien, autour de la terre crue, du matériau et puis de les façons de l'utiliser. Peut-être pour commencer et pour préciser simplement aussi en introduction, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est finalement la terre crue telle qu'on l'utilise comme matériau à bâtir? Parce il y a différentes strates et couches de matériaux dans le sol. Qu'est-ce que la terre vraiment telle qu'on l'utilise pour la construction? Et est-ce qu'on en trouve partout de la même qualité en France? Le sol est constitué de différentes couches. Donc, c'est-à-dire que sur la partie superficielle, en général, sur Terre, mais pas partout, mais en général dans nos climats tempérés, on va avoir une couche de terre végétale, donc tout ce qui va être terre organique avec des racines, beaucoup d'activités organiques, de l'humus, etc. Enfin, des choses en décomposition. Et dessous, en fait, on va avoir des couches plutôt qui vont être de la roche pourrie, de la roche décomposée. Donc, et cette roche décomposée, elle va varier dans ses caractéristiques en fonction de la roche-mère, donc qui est complètement en dessous, donc le socle rocheux sur lequel on se trouve. Par exemple, le bassin rennais est sur un socle de schiste, et donc les terres décomposées vont donner plutôt des terres argileuses assez fines avec peu de grains. Mais si vous allez par exemple sur des anciennes vallées glaciaires comme en Isère, vous allez avoir beaucoup plus de cailloux avec beaucoup plus de galets. Et également, par exemple, sur le bassin enfin sur le socle granitique en Bretagne, plus vers le Finistère, on va avoir une terre aussi qui est complètement différente. Donc la terre qu'on utilise pour bâtir, elle est très variable, elle dépend du site, de ce qui est en dessous de la géologie, et elle est sous la terre organique. Donc on n'utilise pas du tout la terre des champs, c'est vraiment celle du dessous. Du coup, sur ces différentes typologies de terre, on associe différentes techniques de mise en œuvre qui dépendent de cette terre ou finalement on peut s'adapter et faire ce qu'on veut où on veut. Parce que la question souvent c'est est-ce que ma terre elle est bonne à bâtir. Souvent, faut essayer de prendre la chose à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une grande capacité d'utilisation de la terre en fonction de ses caractéristiques. Il y a énormément de savoir-faire qui mettent en œuvre la terre, et en fait, on peut très bien mettre en œuvre une terre, par exemple, très graveleuse, avec d'une certaine façon. Souvent, ça peut être avec du pisé, par exemple, ou une terre extrêmement argileuse en y additionnant des fibres. Donc, par exemple, une terre très argileuse, on va pouvoir faire un terre-paille, un torchis, plutôt facilement. Donc, en fait, souvent, on a tendance à se dire, bah moi, sur ce projet-là, j'ai envie de faire du pisé, ou j'ai envie de faire de la bauge, ou j'ai envie de faire du torchis. Mais en fait, il vaudrait mieux
voir plutôt sur ce site et cette localisation, quelles sont les ressources locales, quel est le type de terre qu'on a localement, et adapter la technique en fonction du type de terre. C'est beaucoup plus pertinent et c'est beaucoup plus facile, tout simplement. Enfin, de toute façon, les anciens, ils faisaient ça, hein. C'est-à-dire que nous, en Bretagne, on a plutôt de la bauge. C'est une terre qui est très assez fine, très collante, avec peu de gros grains. Euh, et puis, on va la sortir de terre, elle va être assez plastique parce que les sols sont assez humides. Enfin, il y a quand même beaucoup d'eau. Et donc, on va pouvoir la mettre en place. Il va falloir rajouter des fibres pour éviter qu'elle fissure. Donc, la technique de la bauge est plutôt adaptée. La technique du torchis également. On a plus de difficultés à faire du pisé en Bretagne, justement parce qu'on a une terre qui est très argileuse et peu graveleuse. Hmm. Voilà. Tu as parlé de pisé, de bauge, de torchis. Est-ce que tu peux peut-être simplement nous décrire ce que sont ces techniques de construction pour les personnes qui sont pas sachantes Oui, sur celle-ci, et puis pardon. s'il y en a d'autres aussi, développer. Alors, en terre, en fait, il y a plusieurs grandes façons de construire. Donc, quand je parle de pisé et de bauge, ça va être des murs porteurs monolithiques. Donc, vraiment, le mur, en général, il est assez épais. Il fait 50, 60, même des fois plus. Il est épais, 50-60 cm d'épaisseur. On peut monter assez haut. Donc là, nous, le maximum en patrimoine, on a un bâtiment qui fait 11 mètres sur lequel on intervient en mur porteur en bauge existant. Donc, c'est des murs monolithiques porteurs. La variation entre la bauge et le pisé, ça va être la technique de mise en œuvre. Le pisé, on est plus sur de la compactation et des terres qui sont très caillouteuses. Et la bauge, on va être plutôt sur du façonnage avec des terres mélangées avec des fibres. Ça, c'est les règles générales, mais après, il y a plein de variations euh, locales ou même des personnes qui vont créer des nouvelles choses sur ces techniques-là pour faire avancer les techniques, globalement. Donc, et ensuite, on va avoir de la terre qu'on peut utiliser en remplissage. Donc ça va être tout ce qui est colombage, pan de bois. Donc nous on en a beaucoup, le centre-ville de Dinan, centre-ville de Rennes, là, qui sont des secteurs sauvegardés par exemple, qui vont être des ossatures en chêne avec un remplissage en torchis. Donc le torchis ça va être de la terre et des fibres mélangées. Et en contemporain on peut aussi en trouver en ossature bois avec des remplissages terre-paille. Donc ça va être la terre en remplissage. Et après on peut avoir de la terre en enduit. Donc là derrière moi, moi je suis dans un bâtiment qui est en bauge, donc c'est de la terre porteuse. Et juste derrière moi, là, c'est un enduit sur mon poêle de masse. Voilà. Ok. Et donc c'est porteur avec une ossature Alors, qui encadre c'est cette c'est deux bauge. Comment techniques ça se passe? différentes. Donc, soit on va être sur ossature, soit on va être porteur. Et on parle aussi de d'adobe et de briques de terre crue. Est-ce que tu peux, et de même de briques de terre compressées, comprimées, Oui, tu peux peut-être les présenter oui. aussi? Alors, sur la région Bretagne où j'interviens, où je travaille, nous, on va utiliser les adobes. Donc, c'est des briques de terre crue séchées naturellement en réparation. C'est très adapté pour la réparation. On en trouve assez peu dans le patrimoine en construction. Mais les adobes, en fait, c'est vraiment très intéressant parce que on peut les utiliser voilà, en réparation, on peut les utiliser aussi en remplissage dans une ossature, ou on peut même les utiliser pour faire des murs. Par exemple, à l'agence, on a fait un muret en adobe derrière un poêle pour pouvoir amener de l'inertie et il se retournait pour également créer un banc, donc ça faisait un mobilier aussi dans la maison. Donc l'adobe, c'est des petits éléments déjà secs et c'est facile à mettre en œuvre dans le chantier, justement parce que c'est déjà sec. Et voilà, pour l'adobe, c'est briques de terre crue. Après, sur les briques de terre crue compressées, je saurais pas dire parce que j'en utilise pas. Je connais juste la théorie et je préfère. Voilà. Ok, merci pour les techniques. Et quelle typologie de bâtiment on peut construire avec la terre? Tu as parlé un petit peu de gabarit tout à l'heure, de hauteur, avec un projet sur lequel vous avez travaillé qui fait 11 mètres de hauteur. Voilà, est-ce qu'on peut, quand tu dis porteur, parce que c'est vrai que c'est pas forcément l'image que peuvent avoir les gens sur la terre crue, mais est-ce qu'on peut théoriquement un peu tout faire? Alors, nous, on se base beaucoup sur l'analyse du patrimoine existant. On a la chance en Bretagne, sur le bassin rennais, d'avoir des constructions en mur porteur en terre, donc en bauge, qui sont particulièrement hautes, vastes, enfin et diverses. Donc au niveau de la diversité, le bâtiment dont je parlais, donc c'est le presbytère de la ville d'Irodouer, l'ancien presbytère, sur lequel on a intervenu pour faire une mise en sécurité. Et donc c'est un bâtiment qui fait 4 étages et dont les murs sont construits en bauge.
Donc voilà, il date donc du milieu du 19e siècle, à un moment donné où vraiment la technique était très bien maîtrisée et, et les murs sont relativement fins, ils vont faire 50 à 60 cm d'épaisseur. Donc ça, c'est possible de construire des murs porteurs en terre. Sur les remplissages, donc le torchis également, de la même façon, on a des exemples en centre ancien sur des immeubles de 5-6 étages, on peut monter un peu plus haut, avec du remplissage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la terre a pas elle a une résistance à la compression qui est suffisante pour monter 3-4 étages. Au-delà de ça, il faut l'associer avec une structure. Et après, sur les limites de hauteur, je dirais, ça va dépendre de la structure qu'on utilise. On sait aujourd'hui faire des immeubles en ossature bois relativement hauts, en métal aussi. Donc, je dirais pour les murs porteurs en terre, on a des exemples jusque 3-4 étages. Et en structure, voilà, il y a pas de limite. Moi, je dirais la limite principale, c'est plus la limite réglementaire, puisqu'aujourd'hui, le réseau a assez peu de documentation technique pour justifier justement cette capacité de la Terre, ces capacités techniques. Donc, c'est en train de se combler. Mais pour l'instant, le frein, il est plus pas juridique, mais il est plus assurantiel, je dirais, que technique. Et tu parlais de cet exemple du presbytère avec 3 ou 4 étages. Donc c'est le mur jusqu'au quatrième étage qui est porteur et il y a des planchers qui reposent dessus, c'est ça? Oui, Il y a pas oui. d'ossature particulière. Non, 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 c'est vraiment Ok. que de la terre avec des fibres à l'intérieur. Ah, c'est Euh, impressionnant. voilà. Ouais, Ok. c'est un très beau bâtiment. On l'a fait visiter avec Thiès Brace pour les Journées du patrimoine. Et voilà. Donc sur la diversité, on va intervenir sur justement des bâtiments un peu ostentatoires comme ce presbytère. Il peut y avoir aussi des châteaux, il peut y avoir des granges, des fours, euh, des, enfin vraiment des tours de châteaux, enfin vraiment plein de choses. Hmm. Évidemment de l'habitat plus modeste, beaucoup aussi de bâtiments agricoles 19e siècle. J'ai préparé quelques affirmations ou des idées reçues qu'on peut entendre par rapport à la terre crue. Je vais te les proposer, puis tu vas nous dire si elles sont plutôt vraies ou plutôt fausses, et éventuellement développer quand il y a besoin, si ça te va. Okay. La première, c'est la terre crue participe au confort intérieur. Oui, la terre crue participe au confort intérieur pour plusieurs raisons. Déjà, on a une régulation de l'hygrothermie. C'est-à-dire que le confort passe aussi par cette sensation corporelle sur la quantité de vapeur d'eau dans l'air. On s'en rend pas trop compte. Enfin, nous aussi au quotidien, puisqu'on a des bureaux en terre, on s'en rend compte, tout le monde nous le dit. Mais c'est-à-dire que moi, je vais avoir dans mes bureaux en terre peu de variations d'humidité au cours de l'année. Et ça apporte du confort. C'est-à-dire qu'en été, le mur, il va tendance à relarguer de la vapeur d'eau dans l'air. Et en hiver, quand le mur a été bien sec justement pendant l'été, il s'est asséché, il va pomper la vapeur d'eau qui est en excédent dans l'air. Donc en fait, ça fait une ambiance qui est très agréable dans les bureaux. Et deuxième chose, ou dans les bureaux, ou quel que soit dans le bâtiment, mais c'est vrai que là je prends l'exemple. Euh, et ensuite, au niveau de la température de surface, en fait, quand on passe sa main sur le mur en terre, il n'est pas du tout froid, contrairement à de la pierre ou du béton. Ce qui va aussi amener du confort. Parce qu'on sait qu'en fait, quand on est entouré de revêtements froids avec des températures de surface froides, on va avoir besoin de plus chauffer la pièce pour se sentir confortable. Donc il y a ces deux éléments-là. Et également, en fait, souvent, alors ça va dépendre de la finition qu'on choisit. Si on a une finition qui est un petit peu brute sur la terre, on va éviter d'avoir des surfaces qui sont trop réfléchissantes au niveau du son. Donc ça peut être aussi intéressant pour avoir des ambiances un petit peu plus feutrées qu'un placo avec une peinture, par exemple. Donc ça amène du confort. Et les maîtres d'ouvrage avec qui on a travaillé et nous, notre équipe, on le constate au quotidien. Ouais, c'est vraiment un témoignage qui est très très fréquent, enfin même systématique pour toutes les personnes qui expérimentent des bâtiments, des habitats en terre crue, cette notion de le confort ressenti que tu décris. Une deuxième affirmation, construire en terre crue allonge la durée du chantier. Alors, ça dépend.
C'est-à-dire que ça dépend ce qu'on choisit. Si on est en filière humide, comme par exemple de la bauge ou du torchis, il va falloir absolument, pour avoir des délais de séchage pas trop longs, faire la mise en œuvre de la terre plutôt au printemps et faire un séchage optimal en été. Si on doit faire de la bauge ou du torchis parce que par exemple on est en marché public et qu'on maîtrise pas le planning et qu'on nous impose de faire des éléments en hiver, il va y avoir des temps de séchage qui vont être extrêmement longs et ça peut créer de la moisissure, il peut y avoir des problèmes aussi sur des placos qui sont attenants par exemple de moisissure, enfin donc c'est assez compliqué. Donc je dirais, si on est bien calé au niveau du planning et qu'on peut faire de la terre en filière humide au moment opportun, ça va pas forcément rallonger le temps de chantier. Si par contre on essaye d'imposer à la terre de se faire à un moment donné où les délais de séchage vont être longs, bah oui en effet ça va rallonger du délai. Et puis ensuite l'autre solution qu'on met en œuvre, parce que ça arrive sur le chantier des fois, bah on est obligé de faire de la terre en hiver, bah ça arrive. Et ben dans ce cas on va travailler plutôt avec des panneaux qui sont déjà secs. Par exemple, bah, on parlait d'adobe tout à l'heure, bah on va plutôt utiliser des parois en adobe qui sont étant donné que les briques sont déjà sèches, ça va ramener moins d'humidité, le séchage va être plus court. Donc en fait, je dirais que en termes de planning, ce qu'il faut faire pour éviter de subir les délais de séchage qui peuvent rallonger le temps de chantier, c'est en amont de réfléchir à ça et plutôt de caler le planning en fonction pour optimiser le séchage et non pas le subir. Donc ça permet de limiter les délais. Mais c'est pas toujours possible, donc voilà. Mais c'est vrai que tu disais, en filière sèche, il y a des briques, mais il y a aussi des panneaux, tu l'évoquais, des Oui, panneaux à base d'argile, enfin de terre crue, mélangés avec des oui, fibres qui peuvent servir de parement et qui ont aussi des bonnes propriétés acoustiques, hygrométriques. oui, Et ça peut pas être tout à utilisé fait. en revêtement intérieur. On a posé comme ça des panneaux de sisal avec de la terre dedans. Et en Ok. effet, en hiver. Ben, je mettrai des illustrations un peu de tout ce que tu évoques sur la vidéo pour les personnes qui voudront regarder aussi et écouter cette conversation sur la chaîne YouTube pour illustrer tout ça. Prochaine affirmation, le béton de ciment, c'est quand même plus solide que la terre crue pour construire une maison. Alors, je vais te répondre, oui, c'est plus solide. Bah, c'est vrai. Quand on prend purement la résistance à la compression, il y a une échelle de 1 à 10 entre la terre et le béton de ciment. Donc oui, c'est plus solide. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'avoir les mêmes résistances à la compression qu'un immeuble ou qu'un pont pour une maison? Clairement pas. C'est-à-dire que on a la résistance à la compression en parpaing, elle est extrêmement importante et on n'en a pas besoin. On supporte largement les charges d'un plancher d'une maison, même de quelques étages, sur des murs en terre. Donc le béton, c'est un matériau qui est formidable, qui a apporté énormément à l'architecture. Je pense aux ponts, aux ouvrages d'art, etc. Il a une résistance à la compression qui est très très bonne. Maintenant, clairement, pour une maison, on n'a pas besoin d'avoir autant, de dépenser autant d'énergie, que ça soit en carbone ou autre, pour une maison. Enfin, donc, je vois pas l'intérêt. Mais après, peut-être qu'il y a... Le bon matériau au bon endroit, Bah c'est oui, toujours ça. Une maison à terre crue est difficile à nettoyer et à entretenir. Fragile, entre guillemets. je vois pas... Je sais pas, je comprends pas trop la question parce qu'en fait, l'enduit, par exemple, moi j'ai mes bureaux qui sont en terre comme ça. Si j'ai un problème sur mon mur, je vais pouvoir le remouiller, remettre un bout et bah, le mur sera réparé. Il y a enfin c'est très facile à réparer un mur en terre. Contrairement à un mur en béton, en parpaing, enfin on voit bien sur les chantiers quand on doit intervenir sur du béton ou de la terre crue, on a des solutions en terre crue où en fait on va venir regratter la partie qui est abîmée, la réparer, et puis voilà, le mur il reprend sa consistance complète. Sur le béton, on peut pas venir réparer, c'est pas aussi simple parce qu'en fait les éléments vont pas venir se réagréger de la même façon. Donc au niveau de la réparabilité, je trouve que la terre crue est beaucoup plus facile à réparer. Là, on travaille beaucoup sur le patrimoine aussi des centres-villes. Bah, quand il peut y avoir des planchers ou des parois qui sont abîmés, bah, on les enlève.
Si la terre est en bon état, on peut la réutiliser et la remettre au même endroit. Donc c'est vrai que les architectes des bâtiments de France, en général, ils apprécient le principe, hein, puisqu'on va pas du tout dénaturer le bâtiment. Euh, donc voilà, je trouve qu'à réparer, c'est plutôt simple. Après, ce qu'il peut y avoir comme désagrément, ça va être la poussière. C'est-à-dire que il faut faire attention en finition, il faut bien laisser le maçon venir faire une dernière couche d'épongeage ou même éventuellement mettre un petit fixateur à base de cellulose. Ça dépend de la composition des terres. Si on fait pas cette dernière phase, c'est vrai quand on passe la main dessus, on peut avoir quelques grains. Donc c'est important de vraiment d'aller jusqu'au bout de la finition sur les enduits. Et Voilà. en protection du support, justement, pour éviter que le mur s'effrite ou que si par exemple on ait besoin d'essuyer une tâche ou des choses comme ça, est-ce qu'on peut appliquer des huiles de protection, des choses comme ça qui peuvent Oui, protéger il y a plein la de terre? solutions. Après, sur certains enduits, c'est pas, il y a pas besoin. Il y a certains enduits où il n'y a pas besoin du tout. La finition, moi, j'essaye plutôt de proposer des solutions assez simples. Et je trouve que l'épongeage, vraiment, je trouve que c'est simple et efficace dans le sens où en fait, on va passer de l'eau et en fait l'eau en surface, ça va venir revenir coller un petit peu les grains qui pourraient être instables avec en mouillant en fait avec une sorte de petit badigeon de terre. Hmm. Donc, je recommanderais plutôt l'épongeage plutôt qu'une huile. Mais après, il y a plein de techniques différentes et c'est ça aussi qui fait la richesse de la mise en œuvre de la terre crue. Il y a des très belles finitions avec des huiles. Donc pourquoi pas. Affirmation suivante, une construction en terre crue est sensible à l'eau. Oui, une construction en terre crue est sensible à l'eau. Et c'est ça aussi qui fait sa force. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du confort, le fait que la régulation de l'hygrothermie apporte du confort aux occupants. Donc comment ça se passe? La régulation de l'hygrothermie, c'est-à-dire que dans le mur, même sec, il y a toujours un petit peu d'eau. Et c'est l'eau qui, entre les plaquettes d'argile, va faire que le mur tient. Après, pour rentrer dans le détail, on pourra mettre des liens vers de la documentation. Mais en gros, voilà, il y a toujours de l'eau dans le mur en terre. Et c'est cet échange de vapeur d'eau qui amène le confort. Et en même temps, bah, c'est vrai que s'il y a trop d'eau, alors c'est pas l'eau en une fois. Par exemple, si vous jetez un seau d'eau sur votre mur, il y aura aucune incidence, enfin, très peu d'incidence sur la partie structurelle. C'est plus par exemple une petite goutte qui vient de la toiture et qui pendant 6 mois, 1 an, va tout le temps mouiller le mur. Et en fait, le mur, lui, il a une baisse de sa résistance à la compression euh, qui va être en fonction de sa teneur en eau. C'est-à-dire que à partir d'un certain pourcentage, quand on a vraiment beaucoup d'eau, eh ben, il va perdre de résistance. Donc c'est vrai qu'il faut éviter de mouiller de façon continue, constante, un mur en terre. Donc pour ça, évidemment, il faut, comme on dit, bonne botte, bon chapeau. Donc il faut éviter les remontées capillaires par le sol et protéger les têtes de mur par la toiture. À partir de là, si ça c'est fait, on peut avoir des murs qui tiennent plusieurs centaines d'années. Tu peux citer un exemple de protection du mur aux remontées capillaires avec quel matériau, quelle technique ça se fait? Donc souvent il y a un soubassement, enfin souvent, il est nécessaire de construire un soubassement sous le bâtiment en bauge. Mais comme le saturbois, finalement, c'est de la même façon, il faut également un surbois sur le saturbois pour se mettre à distance des remontées d'eau qui pourraient provenir du sol. Donc sur un bâtiment neuf, on peut utiliser du béton ou voilà, localement, voilà, sur des fondations béton, par exemple, ça peut se faire. Sur nos bureaux, on a utilisé un matériau qui est un béton cellulaire parce qu'on voulait un soubassement également isolant. Sur le bâti ancien, les soubassements sont en pierre, ce qui est assez pertinent également, puisque c'est de la pierre locale. Et le soubassement, en général, le minimum, voilà, 20-30 cm à distance du terrain naturel extérieur, donc ça c'est bien. Et puis éviter qu'il y ait trop d'eau, de ruissellement qui viennent ramener de l'eau vers la maison. Donc un drain dans la forme de la pente, enfin pour éviter qu'il y ait de l'eau qui ruisselle beaucoup si jamais on est en pente. Donc ça aide vraiment à limiter les remontées capillaires. Voilà, on adapte aussi en fonction des cas. Euh,
Prochaine affirmation, la terre crue est un matériau particulièrement apprécié par les artisans, les artisanes qui l'utilisent, qui la mettent en œuvre. Je dirais oui et non. C'est-à-dire que ceux qui ont envie d'en faire, ils adorent. C'est comme moi. Enfin, à partir du moment où on aime, voilà, on apprécie parce que en fait, c'est vrai que c'est un matériau, on peut le travailler sans gants. Il est non toxique. Il est facile parce qu'en fait, quand on applique l'enduit, il a une capacité, il est réofluidifiant. C'est-à-dire que l'enduit, enfin la terre, plus on la secoue et plus elle est liquide. Donc c'est-à-dire qu'à la mise en œuvre, on peut voilà, on va la mélanger, elle va être un petit peu plus liquide, on va pouvoir la poser et elle va se figer un petit peu. Donc c'est vrai qu'au niveau de la prise, de la pose, enfin c'est beaucoup plus facile à appliquer par exemple qu'un plâtre qui va faire sa prise rapidement ou même le ciment où il faut des gants, faut éviter de s'en mettre dessus, enfin etc. Parce que c'est un matériau qui abîme la peau. Donc la terre c'est pas le cas, ça abîme pas la peau et c'est facile à mettre en œuvre. Maintenant, certains maçons qui ne connaissent pas du tout le matériau, ils peuvent trouver ça plus difficile parce que ils vont pas savoir comment faire. Par exemple, des petites astuces, c'est qu'il faut toujours mouiller son support avant d'appliquer sur de la terre un enduit terre. Ça, ils vont pas forcément. Voilà, je dirais que les maçons qui apprécient, c'est ceux qui sont bien formés. Et ceux qui sont pas bien formés, des fois, ils vont c'est embêtant la terre, il y a du séchage, machin. Donc moi je trouve que c'est un matériau qui est extrêmement agréable à mettre en œuvre. Maintenant, voilà, il faut quand même avoir une petite formation pour partir sur le bon rail. Dernière affirmation, la terre crue est un matériau réversible et réutilisable à l'infini. Ah oui, parce que justement, c'est cette eau qu'on trouve dans le mur qui fait le liant de la terre. Donc, on va pouvoir, en rajoutant de l'eau, retrouver un matériau plus plastique et quand il va sécher à nouveau, il va durcir. Maintenant, on parle vraiment de terre crue. Souvent, là, et c'est un peu l'écueil en ce moment, c'est qu'il y a une tendance à mélanger un peu ce qui est de la terre crue avec de la terre adjuvantée qui va perdre cette capacité d'être recyclable à l'infini. À partir du moment où on rajoute de la chaux, du ciment ou même des adjuvants chimiques, on perd cette capacité-là. Et c'est dommage parce que nous, on voit bien en bâti ancien, par exemple, on intervient souvent sur des granges ou des bâtiments agricoles qu'on va venir transformer en habitation. Et par exemple, on crée une ouverture, on récupère la terre de l'ouverture, le maçon la met de côté et on peut l'utiliser pour les enduits. Et ça, c'est génial. Et par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où elle est adjuvantée, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc heureusement, j'ai de la chance sur le patrimoine ancien sur lequel j'interviens. La terre, c'est de la terre crue. Voilà. Souvent, il peut y avoir des fibres et tout, mais en général, on peut la réutiliser. Du coup, je rebondis avec une dernière affirmation, mais ça fait le lien avec ce que tu viens de dire, c'est la terre crue a un bon bilan carbone, un bon bilan environnemental. Oui, alors ça dépend. C'est-à-dire que oui, mais il faut essayer vraiment de rester local. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir du transport de matière, on va être moins vertueux au niveau du bilan. Donc il faut et vraiment sur le bassin rennais, nous on a des fournisseurs de terre locaux, des fabriques d'adobe locales. On essaye aussi au maximum de réutiliser la terre du chantier ou du site pour limiter les temps de transport. Et auquel cas, oui, en effet, au niveau carbone, il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de produits industrialisés dedans, donc c'est très très bon. Merci pour ces réponses et ces précisions. Je te propose qu'on passe sur une seconde partie où peut-être pour illustrer aussi tout ça, que tu nous présentes un ou deux projets emblématiques sur lesquels tu as pu travailler. Voilà, est-ce qu'il y a un projet que tu pourrais nous présenter en disant la typologie, quelle technique a été mise en œuvre et puis quel résultat ça donne en termes d'usage, de confort pour les Ouais. occupants. J'ai pensé à deux projets qui sont assez représentatifs de ce qu'on a envie de faire à l'agence. Et on a travaillé là sur la commune de Saint-Grégoire sur une ancienne grange en fait qui était toute simple, une grange 19e, 3 côtés et puis complètement ouverte sur l'ouest, pardon, complètement ouverte sur l'est.
et on l'a transformé en habitation. Et là, il y avait des pathologies assez importantes parce que comme c'était un bâtiment agricole, souvent les vaches, elles ont tendance à lécher la terre et ça peut faire des, 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 des trous assez importants. C'est assez courant, ça paraît anecdotique, mais en fait, on se retrouve quasiment systématiquement avec des problèmes de structure dans les endroits où il y a eu des vaches qui ont été hébergées. Et donc, c'est un bâtiment qui avait des problèmes de structure et également qui était sur un format rectangulaire très simple avec une symétrie des ouvertures. Donc nous, on a transformé ce bâtiment-là en habitation, en fermant la partie est avec une ossature bois et en venant réparer en fait les parties en bauge avec des adobes et en réinterprétant les ouvertures qui étaient symétriques à l'ouest, mais en les agrandissant. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le maître d'ouvrage, donc les clients, les propriétaires, on les a accompagnés pour qu'ils fassent eux-mêmes l'enduit-terre intérieur. C'est-à-dire que nous, on a conçu le projet, on a fait intervenir un maçon spécialisé en bâti ancien pour toutes les ouvertures, les reprises structurelles, euh, et ce même maçon a accompagné le maître d'ouvrage sur les enduits. Et vraiment, des clients qui n'étaient pas du tout sensibilisés au patrimoine, à la construction de terre, ont pu vraiment prendre en main leur maison, comprendre le fonctionnement et devenir les meilleurs ambassadeurs finalement de la protection du patrimoine et de ce matériau-là. Donc c'était vraiment une belle réussite, je trouvais, tant sur le point de vue humain qu'architectural. Et un autre projet qui voilà qu'on a beaucoup apprécié faire, c'est-à-dire que on a travaillé avec un maçon pour l'aider à répondre à un appel d'offres public sur un aménagement à la gare de Dinan. Donc euh, l'idée de l'architecte qui a conçu l'aménagement de la gare de Dinan, c'est pas nous, hein, c'est Xavier Fouquet. Donc c'était de proposer en fait des sortes de formes un peu organiques en terre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant parce que vraiment, ça allait vraiment proposer justement une des capacités de la terre, c'est qu'on peut vraiment modeler, sculpter. En fait, c'est une des caractéristiques que je trouve vraiment intéressantes. Et donc, j'ai travaillé avec un maçon pour qu'on puisse répondre ensemble à l'appel d'offres et qu'il puisse faire la partie travaux. Et moi, je m'occupais de tous les détails techniques. Donc, ça va être les linteaux. On a fait des linteaux non apparents, proposer des finitions différentes, être un peu l'interlocuteur entre l'architecte, on va dire conventionnel qui dessine un projet d'ensemble, et le maçon local qui lui est vraiment au pied de son mur à faire son mélange. Et je trouve que le résultat, enfin moi je le trouve assez beau en fait. Donc il y a deux formes un peu organiques sous un grand préau, une avec une fission plus lisse et plus en cône, et puis une autre plus une forme un peu de cailloux un peu en terre. Et puis ça vit. Donc c'est des sanitaires, donc il y a beaucoup de passages. Et puis alors les agents de la ville étaient assez inquiets par rapport aux tags. Et finalement, en fait, on leur a montré, il y a juste à regratter avec une petite brosse métallique, donc c'est assez facile à entretenir. Et je suis très fière de ce projet-là aussi parce que j'ai travaillé en interaction avec le maçon. Bah, je mettrai, si tu veux bien, quelques illustrations aussi sur la vidéo de l'épisode. Et bah, tu parlais de forme, et c'est vrai que, et de forme organique, c'est vrai que la terre crue, c'est une de ses caractéristiques, c'est aussi de pouvoir proposer bah, des architectures qui sont moins rectilignes que les autres matériaux de construction qu'on peut voir. Donc souvent dans les habitats en terre crue, voilà, il y a des courbes, il y a des choses comme ça, et c'est souvent aussi ce qui participe à la bonne expérience des personnes qui les occupent. Mm. Et puis vous avez aussi fait vos bureaux qu'on aperçoit derrière toi en partie avec, j'imagine, des enduits Oui. comme on peut le voir, puis peut-être d'autres techniques terre crue. Oui, donc les bureaux, c'est une commande d'un maçon local, donc Ghislain Metz et Fleur Huertal, qui souhaitaient construire leur propre atelier de maçonnerie à Saint-Germain-sur-Île, donc là où ils habitent. Et ils m'ont proposé de co-concevoir avec eux le projet et déposer le permis de construire. Donc ce qu'on a fait. Et en fait, le terrain était trop grand. Donc
la communauté de communes souhaitait avoir installé plusieurs entreprises, et donc on a un peu sauté sur l'occasion pour aussi avoir notre petit bureau sur la parcelle mitoyenne. Donc nous, on a des bureaux qui sont sur une surface relativement modeste, on est sur 80 mètres carrés et on est très bien installé. Donc c'est des murs porteurs qui sont en bauge et on a une isolation en plafond qui est en paille et on a quelques enduits intérieurs. Et Ghislain Metz, il a son entreprise à côté, donc avec un grand hangar et une zone de stockage avec également des vestiaires et puis un bureau. Et c'est vrai on est sacrément bien installé. Donc ça, c'est des bâtiments qui datent de 2017-2018. Et on aperçoit derrière toi une ouverture, donc sur un mur porteur en bauge comme ça, on peut créer une ouverture et après il y a quoi? Il y a un cadre bois qui permet d'installer et de fixer l'ouvrant, la fenêtre? Oui, alors il y a plein de façons de faire des ouvertures dans les murs en terre. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les angles peuvent être un peu fragiles. Donc on peut faire des ouvertures tout en terre, mais en faisant des petits chanfreins, avec juste un linteau en bois ou en brique ou en béton, ou même pas de linteau, en fait, en faisant un arrondi, simplement. Les descentes de charge peuvent se répartir sur le mur en terre. Donc il y a vraiment une grande diversité d'ouvertures. Nous, sur notre bureau, on est en train de faire de l'architecture de terre contemporaine, on est en train de la réutiliser, donc en fait, on voulait pas prendre de risques. Et on s'est beaucoup inspiré de la culture constructive locale, des choses, on savait que ça allait marcher, puisqu'on avait l'habitude. Quand je dis on, c'est avec Ghislain Metz, le maçon, avec qui on a travaillé. C'était de se dire, bah voilà, la double carré de chaîne, elle fonctionne très bien en bâti ancien, on en voit plein qui ont plus de 150 ans, donc si on réutilisait cette solution-là, ça va marcher. Donc voilà. Après aujourd'hui, je le ferai pas forcément de la même façon. Je pense que je ferai des ouvertures avec moins de bois et plus de terre. Mais voilà, ça marche et puis ça permet de fixer dessus, de permettre de support de menuiserie et voilà. Donc ça fonctionne. Est-ce que tu as une anecdote surprenante, amusante concernant un chantier en terre crue ou l'utilisation de la terre crue dans un projet sur lequel tu as travaillé ou que tu as vu, connu? Oui, une anecdote. Alors, donc c'était au début de ma carrière, donc on travaillait sur une ancienne cidrerie. Donc il faut savoir qu'en sur le bassin rennais, il y a eu beaucoup d'exploitations agricoles qui faisaient du cidre avec beaucoup de vergers. C'était une boisson qui était très très utilisée, moins aujourd'hui, mais en tout cas on a des bâtiments qui servaient spécifiquement et qui ont été construits pour habiter, pour loger la personne qui fabriquait le cidre et aussi avec tout un pressoir, etc. Donc on intervient sur une ancienne cidrerie pour la transformer en bâtiment d'habitation pour une famille à Saint-Gilles, donc c'est dans l'ouest de Rennes. Le bâtiment date des années environ 1870, il est magnifique, il a jamais eu d'enduit extérieur et avec une couleur de terre très lumineuse, un beau orangé. Et donc quand j'interviens sur sur ce bâtiment, l'idée tout de suite c'est de la façade principale, c'est de vraiment de juste de la mettre en valeur sans la modifier. On va plutôt travailler sur les pignons et sur un des murs périphériques ouest pour créer de nouvelles ouvertures, amener de la luminosité dans des bâtiments qui en manquent un petit peu. En tout cas, la façade principale sud, l'idée c'était de la conserver, mais elle était orientée sud-ouest. Et en fait, en Bretagne, la façade sud-ouest, c'est celle qui va être le plus lessivée par les intempéries. Donc le bâtiment datant du milieu du 19e siècle, au bout de 130, 150 ans, on avait quand même perdu environ 5, 6, 10 centimètres de terre. Ça n'a pas d'incidence sur la résistance structurelle du bâtiment, mais c'est vrai que d'un point de vue esthétique, c'était intéressant de remettre un enduit. Et en fait, moi, je voulais pas mettre un enduit qui allait changer l'aspect du bâtiment parce que il était très beau comme ça, et d'autant plus qu'à l'origine, il n'y avait pas d'enduit. Donc, ce qu'on a imaginé avec le maçon, parce qu'en fait, j'ai fait ma formation, j'ai fait une formation complémentaire au cratère, et j'avais vu que sur certaines, on avait étudié en fait que sur certaines techniques traditionnelles, en fait, on pouvait faire des adjuventations naturelles. Donc là, on a fait un essai avec une adjuvantation à base de bouse de vache. Donc la bouse de vache, parce qu'il y a des microfibres dedans et parce que ça va modifier le pH, ça va permettre d'utiliser moins d'eau pour faire l'enduit. Et qui permettait justement de garder l'aspect extérieur, fibre, terre, et tout en ramenant
un peu de solidité sur l'enduit, parce qu'on sait que c'est la façade sud-ouest, qui va continuer à être lessivée. Et donc je suis très contente parce qu'en fait en ramenant de la blouse de vache, donc ça paraît un petit peu anecdotique, étonnant, et en fait on a pu vraiment travailler sur un aspect complètement en terre sur la façade sud, et c'est un projet où on a gagné un prix national d'architecture de terre avec Aster derrière. Et donc voilà, donc j'étais assez contente. Après, c'est vrai que sur place, les ouvriers m'ont dit que l'odeur était quand même assez pas toujours agréable, mais que ça se faisait quand même bien. Donc ils étaient aussi contents du résultat. Et moi aussi, les clients aussi, le maçon aussi. Et depuis, en fait, on réutilise cette solution-là, on propose souvent à nos clients. Ah, super, bah, je mettrai aussi quelques illustrations. Merci pour l'anecdote. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil particulier que tu donnerais à une personne qui souhaite intégrer de la terre crue dans son projet? Comment est-ce qu'elle peut commencer à aborder cette question? Au niveau des conseils, c'est un conseil que vraiment que je donne régulièrement, c'est de se former. Pas forcément 2 ans, voilà, mais déjà, on veut faire un enduit de terre chez soi. Alors moi, en Bretagne, toujours, je conseille aux particuliers de contacter l'association Thiès Braise. J'ai pas d'action chez eux, voilà, mais je dis voilà, qu'est-ce que je conseille moi de faire une formation à Thiès Braise, ou alors aussi de se mettre en contact avec des associations locales, de voir des gens qui ont déjà fait ce genre de travaux pour partir avec de bonnes bases en fait, ça permet d'éviter les écueils et puis de partir tout de suite dans la bonne direction. Et je vois les maîtres d'ouvrage qui ont fait quelques petites formations et qui après sont plus en capacité aussi d'entretenir leur bâtiment, comprennent mieux les principes de fonctionnement. Donc je dirais se former, c'est important. Et puis ensuite, si on veut faire des chantiers participatifs, aller voir chez d'autres comment on fait, ça c'est très très bien. Et certains des maîtres d'ouvrage avec qui on travaille, eh ben on leur met un maçon à nous dans les pattes. C'est-à-dire qu'ils veulent faire des enduits chez eux après notre intervention. Et ben on leur recommande quelqu'un qui va les accompagner pendant 2-3 jours pour les lancer. Et puis après ils font tout seuls. Donc je dirais la formation et pas hésiter à se rapprocher de personnes sachantes. Voilà. Après je pense que dans le milieu, tout le monde a envie de partager les bonnes pratiques, donc c'est plutôt intéressant. Je mettrai les liens aussi vers l'association Thiès Braise et puis les ressources que tu mentionnes. Et puis sur ce sujet des chantiers participatifs, j'ai aussi reçu Cédric du réseau Twiza sur le podcast. Donc pour les personnes qui s'intéressent, elles peuvent aussi aller écouter cet épisode et voir les liens en question. Est-ce que peut-être c'est quoi l'erreur que tu vois le plus souvent ou dont on te fait part sur l'usage de la terre crue et puis justement le mauvais usage de la terre crue dans un bâtiment, ce qu'il faut absolument éviter, que tu vois quand même fréquemment. Il y a deux sujets. Donc les erreurs, il y a eu beaucoup d'erreurs dans le bâti ancien à partir des années 60-70 sur l'utilisation du ciment de façon inadaptée sur bâti ancien. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup et on en voit encore malheureusement des enduits ciment extrêmement fermés qui sont appliqués sur des murs en bauge ou même des murs en torchis, c'est encore pire parce que le bois est encore moins résistant à l'humidité. Et ça va venir enfermer l'humidité dans le mur et souvent on peut avoir des pathologies. Et malheureusement, j'ai même dû intervenir une fois un bâtiment dont le pignon s'est effondré à cause de cette humidité emmagasinée derrière l'enduit ciment. Et une fois qu'il est effondré, malheureusement, on peut rien faire à part en plus c'était dans l'urgence, donc enlever l'enduit ciment sur le reste du bâtiment et remettre en état, mais c'est compliqué quoi. Donc je dirais vraiment la mauvaise réhabilitation qui va avoir tendance à enfermer l'humidité dans le bâtiment. Donc attention avec l'emploi du ciment sur le patrimoine en terre. Donc ça c'est le premier écueil. Et le deuxième écueil que je vois, c'est plus sur les projets contemporains. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la quantité de projets qui sont dessinés et conçus par les architectes et ceux qui sont effectivement réalisés, il y a un gap énorme. Souvent la terre elle se perd en cours de projet. Pourquoi? Tout simplement parce que moi j'ai vu le cas sur un projet sur une école à Rennes ou un projet très ambitieux de mise en œuvre de terre en façade, tout simplement des panneaux de façade de 3 cm orientés ouest en terre, en fait techniquement ça tient pas.
Donc c'est une mauvaise utilisation du matériau dans le projet. Et ça, c'est dur de le rectifier en cours de projet. Si y a un enduit extérieur en terre qui est appliqué sur une façade ouest, qui est très fin et qui est non stabilisé, enfin, ça va être compliqué. Par exemple, aussi, mettre des énormes murs sans contreventement, ou alors des murs qui vont pas, des grands voiles, comme on peut faire un voile béton. En fait, je dirais appliquer ce qu'on peut faire au béton et juste mettre une couleur terre sur sa maquette 3D et se dire que ça va le faire en projet. Ça marche pas. Donc en fait, si on veut réussir à utiliser le matériau terre, il faut vraiment en amont, mais même à la phase concours, avoir des connaissances, savoir comment est-ce qu'on peut le positionner pour que le mur il se tienne, pour que il soit bien protégé, pour qu'il soit pertinent au bon endroit, etc. Donc voilà, je pense que c'est important d'être bien formé, les équipes d'archi qui font des concours en marché public, qui soient bien formés en amont. Et c'est pas au moment de l'appel d'offres qu'on peut rectifier ça en fait. Ouais, c'est ce que tu disais un petit peu au début, c'est de faire le projet autour du matériau plutôt que d'intégrer le matériau une fois que le projet est dessiné, quoi. Oui, souvent c'est trop compliqué. Enfin, ça devient. Alors et puis les archis disent ah oui la terre c'est compliqué. Bah en fait non, c'est si on intègre dès le départ les contraintes, bah ça devient facile. Si en effet on subit ces contraintes-là en cours de chantier, oui en effet ça peut être pénible. Et il y a plein de beaux projets qui sont pas faits à cause de ça, c'est dommage. Donc voilà, j'ai envie de dire à mes confrères de mettre la terre au bon endroit dès le départ et comme ça va mieux se passer. Et c'est l'objectif de ces conversations aussi, de pouvoir justement diffuser ces connaissances, ces retours d'expérience. Euh, Il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est celle-ci. Si tout était possible, à quoi ressemblerait pour toi ta maison idéale s'il n'y avait pas de contraintes particulières ou en tout cas tu pouvais faire un peu ce que tu voulais. Ça ressemblerait à quoi? Oui, bah c'est une question, comment dire? Bah en fait moi si tout était possible, clairement je ferais pas de maison. Parce que je trouve que les maisons, ça utilise beaucoup trop de surface agricole. Vu la quantité d'habitants, souvent les maisons sont trop grandes par rapport aux personnes à loger. Ça fait de l'étalement urbain, ça fait des transports, ça fait des bouchons. Enfin, je me pose vraiment la question de l'intérêt des maisons individuelles. Et même en éco-construction, on en voit beaucoup. Mais bon, donc ma maison idéale, ce serait pas une maison. Ça serait plutôt un immeuble dans le bourg ou en centre-ville. Et dans ce cas-là, quand on est en milieu urbain, on va plutôt travailler en filière sèche parce qu'on n'a pas beaucoup de place euh, et que les délais peuvent être un peu raccourcis pour faire le projet. Donc, je travaillerais plutôt sur une ossature, par exemple une ossature bois, et des remplissages en terre. Donc, ça peut être du terre-paille sur la partie périphérique ou de la paille avec un enduit terre. Ça va amener du confort thermique tout en ayant une très bonne isolation. Et pourquoi pas amener un mur porteur, un mur épais à l'intérieur pour avoir une très bonne inertie thermique et permettre en été de garder le frais, des températures fraîches. Voilà, ça serait plutôt mon idéal, ce serait plutôt finalement, et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit finalement, ça serait plutôt un immeuble de centre-ville en torchis, sur lesquels on peut intervenir, et puis des matériaux qui sont réparables. Donc dans le temps aussi, il faut se dire qu'est-ce qu'on va léguer aussi à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc l'ossature bois, ça me paraît être très pertinent avec des fibres naturelles et de la terre. Merci. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu recommandes aux personnes qui nous écoutent pour soit pour aller un peu plus loin sur ce sujet de la Terre, et puis peut-être aussi de manière un peu plus philosophique, des livres qui t'ont inspiré dans ton parcours? Alors, je regarde autour de moi parce qu'en fait, j'ai tous mes bouquins qui sont qui sont dans la pièce où on se trouve. Et c'est vrai que ben moi, les livres, c'est très important, je trouve, pour connaître un peu ce qui se fait partout dans le monde, parce qu'on voit que c'est une technique qui est partagée. On peut apprendre des choses de techniques constructives de l'autre bout du monde et aussi de chez nous. Donc en fait, il y a deux livres que je voulais vous présenter. J'aimerais bien les amener là. Je vais les prendre. Si tu me laisses une minute, je me lève et je l'amène. Vas-y.
J'ai pas l'autre, il doit être sur un bureau avec une de mes collègues. Un des livres, je sais pas si tu le connais. Jean Habiter la Dethier, en terre, fait, c'est un peu un super livre. dictionnaire de l'architecture de terre, au hasard, tu vois, bon, partout dans le monde. Et quand il est sorti, c'est vrai que moi j'étais un peu fascinée par toutes ces images d'architecture. C'est très inspirant. Donc Habiter la terre de Jean Dethier. Et également, je voudrais recommander un livre qui est très très local, qui m'a énormément servi dans mon parcours, qui s'appelle Architecture de terre en Ille-et-Vilaine, de Philippe Bardel et Jean-Luc Maillard, aux éditions Apogée, qui est un livre qui a été édité par l'écomusée de Rennes et qui vraiment explique très simplement, mais aussi de façon très scientifique, enfin pas scientifique, je dirais, qui explique simplement, mais de façon rigoureuse, la construction en terre sur le bassin rennais. Et vraiment, ça m'a servi pour expliquer aux maîtres d'ouvrage, pour pouvoir mieux comprendre l'évolution, par exemple, des types d'ouverture. Enfin, et vraiment, je tenais à remercier les auteurs pour ce livre qui m'a beaucoup servi. Et je le recommande. Alors même si c'est de la bauge, ça peut servir aussi d'inspiration à d'autres, dans d'autres régions de France et d'ailleurs. Je mettrai les références aussi dans les notes de l'épisode. Et c'est vrai que ces témoignages d'architecture vernaculaire, ça permet de rassurer, comme tu le dis, les maîtres d'ouvrage, les porteurs de projets, en se disant, en fait, ça fait des décennies, voire des centaines d'années parfois qu'on utilise ce matériau dans cette région localement. Et si c'est le cas, c'est que ça a des raisons, et des bonnes raisons. Donc, c'est chouette. Est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui t'anime aussi sur tes projets, dans la façon d'aborder tes projets? Je dirais que, c'est pas simple de répondre à cette question. Il y a un des éléments qui est important, je pense que c'est la ténacité dans les projets. Pour faire avancer les projets, c'est important d'être tenace. Et également la notion de responsabilité et de résilience, euh, parce que c'est vrai que enfin, au niveau du mantra, en fait, j'ai utilisé je me mets des petites annotations comme ça sur mon bureau des fois. Et donc là, j'ai ressorti ce que je m'étais mis il y a quelques années. Je l'ai retrouvé dans mon tiroir. C'est une citation de Simone Veil. Donc Simone Veil, moi, c'est une personne que je trouve très inspirante, tant dans son parcours personnel qu'aussi ses engagements. Et elle dit les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Et l'amour ne se crie pas, il se prouve. Et c'est vrai que parfois, moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, bon, on va plutôt être dans l'action et avancer plutôt que dans la, que dans la théorie. Et puis, si on fait des erreurs, et ben tant pis, on assume et on avance, quoi. Tu parlais de ténacité, ça m'a fait penser à ce qu'avait répondu Frédéric Denise, l'architecte, que j'ai aussi reçu sur le podcast, qui fait des projets, notamment avec beaucoup de réemploi, au sein de son agence Archipel Zéro. Et lui avait dit que pour tenir un projet, voilà, un petit peu exemplaire ou inspirant sur ces sujets d'éco-construction, de matériaux biosourcés ou de réemploi, il fallait être finalement, fallait viser très très haut au début pour qu'il en reste au moins un peu quelque chose à la fin du projet. Mm. Tu en parlais tout à l'heure sur le fait que parfois la terre crue disparaissait au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et c'est aussi ça, cette ténacité d'avoir et cette ambition initiale pour avoir viser un peu haut pour obtenir un résultat qui est quand même satisfaisant. Ouais, je suis d'accord. Merci Amélie. Où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent te contacter, en savoir plus sur tes activités? Si des personnes souhaitent en savoir plus, moi, je les invite à venir à la formation Thiès Brace. Tous les ans, je fais une formation sur l'architecture de... Enfin, je participe à une formation donnée par Thiès Brace en architecture de terre, plutôt axée sur la restauration du patrimoine. Donc, il y en a un tous les ans. Ça m'arrive aussi d'intervenir pour Amaco. Donc, il y a quelques interviews qu'ils peuvent trouver. Et sinon, c'est le site internet de l'agence où il y a quelques projets qu'on présente. Merci beaucoup Amélie pour ce partage, ces retours d'expérience, et bravo pour les travaux, les projets que
que tu mènes et puis les actions que tu mènes pour démocratiser la terre crue dans la construction. On a pu voir que c'était un matériau plein de qualité et tout à fait contemporain aussi, et adapté aux enjeux de l'habitat d'aujourd'hui et de demain. Donc j'invite les personnes à approfondir encore ce sujet de la terre crue dans leur prochain projet. C'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. Je te dis à bientôt, puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toi, François-Xavier. Vraiment, je trouve que le fait de diffuser comme ça un intérêt autour de l'architecture de terre, c'est vraiment important. Et je te remercie de m'avoir invité à ton podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.